Bonjour et bienvenue à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour ce numéro de rentrée du Journal des Sciences. Sommaire cette semaine, une table trigonométrique de 3700 ans, des feuilles de végétaux de toutes les tailles, une étoile en gros plan et enfin des aires de repos pour les oiseaux migrateurs. Souvenez-vous de vos cours de trigonométrie, les sinus, les cosinus qui permettent notamment de calculer les dimensions d'un triangle rectangle. Même si ces souvenirs vous semblent lointains, sachez qu'on attribue au grec Hipparque, qui vivait 2 siècles avant notre ère, l'invention des premières tables trigonométriques. Or, une tablette mésopotamienne vieille de 3700 ans vient remettre en question cette innovation mathématique. Découverte au début du XXe siècle sur le site antique de Larsa, dans le sud de l'Irak, la tablette Plimpton 322 fait l'objet de toutes les spéculations. Tirant son nom du collectionneur américain George Plimpton, à qui elle appartenait, cette tablette d'argile, vieille de 3700 ans, laisse en effet apparaître un tableau de nombres rédigé en écriture cunéiforme. Depuis les années 40, les chercheurs ont bien remarqué qu'il s'agit de triplets pythagoriciens, des nombres liés au théorème de Pythagore. Rappelez-vous, selon ce théorème, connu des scribes mésopotamiens plus d'un millénaire avant le grand mathématicien grec, la somme des carrés des côtés d'un triangle rectangle est égale au carré de l'hypoténuse. Mais les avis divergent sur la fonction de cette tablette. Selon une nouvelle étude menée par des chercheurs australiens, Plimpton 322 serait la première table trigonométrique de l'histoire. 1500 ans plus ancienne que celle du grec Hipparque à qui l'on attribuait jusqu'à présent cette invention. Une table trigonométrique permet par exemple de calculer les dimensions d'un triangle à partir d'un angle et de l'un de ses côtés. Ici, il ne s'agit pas d'angle, mais de rapport entre les longueurs du triangle. L'approche est originale et serait également plus précise. Les Babyloniens utilisent en effet un système mathématique de base 60 qui se prête mieux aux fractions que le système décimal. Pour les chercheurs australiens, une telle tablette aurait pu permettre aux architectes de l'époque de définir les dimensions de leurs ouvrages. L'idée que Plimpton 322 serait une table trigonométrique demeure cependant une hypothèse qu'il faudra étayer. Elle démontre néanmoins les avancées des Babyloniens dans le domaine des mathématiques. Autour du globe, la taille des feuilles des végétaux varie énormément. Certaines feuilles ne mesurent qu'un millimètre carré, quand d'autres dépassent le mètre carré. Pourquoi une telle disparité? C'est la question à laquelle s'est intéressée une équipe internationale qui publie ses résultats cette semaine dans la revue Science. Les feuilles des plantes jouent un rôle essentiel dans leur métabolisme. Leur taille diffère pourtant énormément d'un point à l'autre de la planète. Dès le 19e siècle, les botanistes ont montré qu'elles dépendaient de la latitude et du climat. Des petites feuilles dans les climats arides ou très froids ou en altitude, et des feuilles de plus en plus grandes à l'approche des tropiques. Pour affiner cette hypothèse, une équipe internationale a comparé les feuilles de 7670 espèces provenant de 682 lieux dans le monde. L'analyse de cet inventaire montre que le facteur principal qui influence la taille de la feuille est la variation des températures d'une saison à l'autre et surtout la variation entre les températures du jour et de la nuit. Dans les régions tropicales où les températures sont stables, les feuilles peuvent être de taille très variable, prenant parfois des dimensions démesurées. Dans ces conditions, c'est surtout l'architecture générale de la plante et de son système hydraulique interne qui entre en jeu. C'est notamment le cas des zones tropicales colorées en bleu foncé sur cette carte et qui représentent 4,3% des terres de la planète. Pour 38% des terres, colorées ici en rouge, les feuilles sont les plus petites. Cette particularité leur permet de résister à la chaleur du jour dans les zones arides et, à l'inverse, de résister au froid durant la nuit dans les régions situées en altitude. La grande nouveauté de cette étude est de montrer que pour 51% des terres de la planète, ce sont les températures nocturnes qui influent principalement sur la taille des feuilles, même dans des régions où le climat n'est pas particulièrement rude. Il existe bien sûr une grande diversité de tailles de feuilles dans une même région et le modèle construit par les chercheurs devra considérer d'autres facteurs pour rendre compte de cette diversité. Mais ce modèle est déjà intéressant pour étudier l'impact du changement climatique sur la flore mondiale. Il pourra aussi aider à reconstruire à partir des fossiles les climats du passé. Le Soleil est l'étoile la mieux connue des astronomes car toute proche de notre planète est facilement observable.
Ce n'est pas le cas des autres étoiles bien trop loin pour que l'on puisse examiner leur surface. Pourtant, grâce au Very Large Telescope, les astronomes européens viennent de parvenir à obtenir quelques détails de la surface d'Antares, une supergéante rouge située à 600 années-lumière de la Terre. Antares, l'étoile principale de la constellation du Scorpion, est visible plein sud en tout début de soirée. Sa couleur orangée est caractéristique des étoiles supergéantes en fin de vie. Cette très vieille étoile devrait un jour, demain ou dans 10 000 ans, exploser, illuminant notre ciel durant plusieurs mois avec une luminosité comparable à celle de la pleine lune. Une étude de cette étoile vient d'être réalisée à l'ESO, Observatoire européen austral, en utilisant la technique de l'interférométrie. Cette technique consiste à combiner la lumière venant de 4 télescopes de 8 mètres de diamètre pour former un instrument virtuel équivalent à un télescope de 200 mètres. L'image infrarouge est la plus détaillée jamais obtenue. Elle montre que l'atmosphère de cette étoile est agitée par de gigantesques courants de gaz. On s'attendait à cette découverte, mais ce qui surprend, c'est la vigueur de ces courants dans l'atmosphère d'Antares. Le mécanisme de ce phénomène n'est pas encore compris et des études dans d'autres longueurs d'onde seront nécessaires pour essayer de comprendre les phénomènes qui agitent l'atmosphère de cette étoile. L'enjeu est important, l'agitation des supergéantes rouges est probablement à l'origine de l'importante perte de masse dont elles sont victimes avant d'exploser en supernova. Comment faciliter les longs trajets des oiseaux migrateurs? En leur offrant des sites où se reposer ou bien hiverner. C'est l'idée qu'a eu le Conservatoire californien des espèces naturelles pour le plus grand bonheur des canards et des oies. Sur les 1450 espèces d'oiseaux migrateurs qui existent dans le monde, moins de 10% peuvent réaliser leur déplacement annuel en se rendant d'une zone protégée à une autre. Pour se reposer ou hiverner, les autres doivent se débrouiller avec ce qu'ils trouvent en chemin. Or, dans cette région, les lieux appropriés se raréfient de plus en plus. Ainsi, dans la vallée de Sacramento en Californie, l'urbanisation et l'agriculture ont fait disparaître 90% de l'habitat naturel des oiseaux. Une situation qu'a aggravé la récente sécheresse dans l'ouest des États-Unis, qui a réduit de 20% la surface des terres humides. Or, en Californie, hibernent chaque année 3 millions de canards et 1 million d'oies. Le Conservatoire californien des espèces naturelles a donc souhaité rétablir la continuité des routes migratoires. En collaboration avec des chercheurs américains et australiens, il a identifié, grâce à des données satellites, les coordonnées exactes des haltes manquantes sur les trajets de migration. Puis il a loué des terrains aux riziculteurs de la vallée de Sacramento, qu'il a transformés en zone humide, en constituant des plans d'eau de moins de 10 cm de profondeur, les conditions idéales pour se reposer ou hiverner. Et ça marche. Les oiseaux ont en effet investi ces sites provisoires. Les promoteurs du projet en soulignent le coût modeste. Il est moins cher de louer un champ durant 4 à 8 semaines que d'entretenir un espace protégé permanent. C'est aussi un système plus souple, puisque selon les conditions climatiques de l'année, les terrains peuvent être loués à des endroits différents. Voilà, ce journal est terminé. Avant de nous séparer, je vous propose de jeter un œil sur ces images venues directement de Chine. Il s'agit du record homologué le 17 août dernier par le Guinness Book de danse synchronisée réalisée par 1069 robots humanoïdes. Record à battre. Sur ces images, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.